C'est Caroline Roux qui reçoit ce matin Jérôme Guedj. Oui, il a fait la campagne aux côtés de Benoît Hamon, ces terres d'élection. C'est l'Essonne, c'est le seul point commun avec Manuel Valls, parce que comme vous le savez, Manuel Valls, lui, il a décidé de tourner les talons, alors que Jérôme Guedj croit encore, oui, au Parti socialiste. Bonjour, Jérôme Guedj. Bonjour, Caroline. Bon, alors on savait que Manuel Valls avait voté Emmanuel Macron. Il demande aujourd'hui l'investiture En Marche aux législatives. Est-ce que c'est une perte lourde, quand même, un ancien Premier ministre socialiste qui tourne les talons si vite? Écoutez, c'est ainsi. Peut-être aurait-il dû le faire un petit peu plus tôt. Peut-être que cette clarification qui intervient aujourd'hui, enfin, aurait pu intervenir plus tôt. Ça nous aurait épargné quelques psychodrames et une campagne présidentielle qui a été bien difficile. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement d'avoir l'œil dans le rétroviseur aujourd'hui, mais de regarder comment un PS moribond, un PS quasi mort peut renaître aujourd'hui. Ça va pas être simple. Chacun doit y apporter son énergie, son enthousiasme, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Mais quand même, il y a des socialistes sans doute qui vous regardent ce matin et qui voient un ancien Premier ministre dire « Le Parti socialiste est mort, je n'ai en gros plus aucune chance d'être élu en mettant le logo PS ». Et j'emboîte le pas d'En Marche. C'est pas rien, vous avez l'air de dire en gros bon vent Manuel Valls. Non, je minore pas ce qui s'est passé durant toute cette période. C'est le fruit, en effet, d'une série de débats qui n'ont pas été tranchés depuis des années au Parti socialiste. La primaire qui est intervenue avait permis une forme de clarification. L'élection présidentielle avec le résultat que l'on connaît n'a pas permis d'aller au bout. On a été pris en tenaille entre deux votes utiles d'une certaine manière, ceux qui voulaient absolument éviter un duel entre François Fillon et Marine Le Pen, et puis ceux qui pensaient que la gauche pouvait se reconstruire dans ceux autour de Jean-Luc Mélenchon qui, en réalité, n'ont pas envie de gouverner. Donc moi, je minore pas, je suis attristé, mais en même temps, je me dis... Non, mais je suis attristé pour ce que ça signifie comme message à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la gauche. Le PS est peut-être mort dans sa forme actuelle, mais les idées de gauche, les valeurs auxquelles nous croyons, elles n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il n'y a pas rien, il n'y a pas un vide sidéral, il y a des gens authentiques. Il y a 6% qui... Non, il y a probablement des valeurs, des propositions sur l'écologie, sur la justice sociale, sur le pouvoir d'achat, sur la défense des services publics, sur l'accompagnement des plus fragiles, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, sur toute une série de sujets. On a des choses à faire valoir dans le débat et chacun va devoir les apporter avec sa conviction, avec sa détermination. Et je le redis avec beaucoup d'humilité, personne ne peut fanfaronner. Ni ceux qui, par opportunisme, considèrent qu'il faut renoncer à être un peu de gauche pour exercer le pouvoir par-dessus tout. Ça, c'est Manuel Valls, l'opportunisme. Et ceux qui considèrent qu'il y a une pureté chimique à gauche qui fait qu'il ne faut surtout pas construire de coalition et qui veulent rester dans leur couloir et incarner une opposition qui, en fait, est stérile. Le PS a fait 6%, je le rappelais, à la présidentielle avec Benoît Hamon. Pourquoi est-ce qu'il faudrait sauver le Parti socialiste ? Mais parce que, d'abord, il y a une histoire, il y a des valeurs, il y a un besoin de gauche qui existe dans le pays. Elle est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Certains pourraient vous répondre cela. Non, mais justement, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dans le deuxième tour de l'élection présidentielle le situe en dehors. D'ailleurs, lui-même n'utilise plus le terme de gauche. Voilà. Il veut habiliter ou en tous les cas introduire un nouveau clivage entre le peuple et les élites. Moi, je pense qu'il y a une gauche sociale, écologiste, démocratique, européenne, pas pour l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais pour une réorientation de la construction européenne, qui doit pouvoir exister dans le débat politique. Et chacun doit y apporter sa pierre pour la construire, pour la reconstruire, et faire cette belle chose qui existe en politique, accepter de ne pas avoir raison tout seul. De quoi a crevé la gauche ces dernières années? C'est que chacun pensait avoir raison tout seul à gauche. Et chacun était dans son couloir et refusait de produire le nécessaire compromis pour organiser ce rassemblement. Vous savez, on est le 10 mai aujourd'hui. Il faut avoir en tête les enseignements d'une autre illustre figure de gauche qui avait construit la victoire de la gauche à travers le rassemblement de la famille socialiste, de la gauche et au-delà des Français. Il y a un texte qui a été mis au point par les socialistes un petit peu dans l'urgence, une plateforme pour les législatives. Bon, alors il y a plein de choses dans ce texte. Il y a un parti socialiste qui dit qu'il veut construire une gauche constructive et solidaire. Constructive et solidaire. Vous pensez que ça parle encore à vos électeurs? Non, très sincèrement, il ne faut pas se payer de mots. Il faut leur dire les choses concrètement. Il faut dire que on est dans une situation qui est quand même assez grave, même franchement grave. Quand le Front National fait 10,5 millions de voix au deuxième tour de l'élection présidentielle, quand 4 millions de nos concitoyens se déplacent pour voter blanc ou nul, on ne peut pas dire c'est pas grave, on reprend business as usual, la vie politique comme auparavant. Non, ça c'est certainement pas le cas.
Donc moi, je ne veux pas être dans une logique ni d'adoubement d'Emmanuel Macron, en lui signant un chèque en blanc. D'ailleurs, lui-même nous l'a dit. Il a dit vous allez voter pour moi pour faire barrage au Front National. Ce n'est pas un chèque en blanc. Vous serez dans une logique d'opposition. Je le prends au mot. Donc ni la logique d'adoubement, ni la logique d'empêchement systématique et stérile. Non, moi, je veux apporter des propositions pour que le pays aille mieux dans 5 ans. Et dans le programme d'Emmanuel Macron, par contre, je ne veux pas être hypocrite. Il y a des points avec lesquels nous avons été en désaccord lourd. Moi, je ne veux pas qu'on réforme le Code du travail avec une régression des droits des salariés. Je veux qu'on étende les protections à l'endroit des salariés. Je ne veux pas qu'on ait une méthode qui ne soit pas démocratique à travers le recours à des ordonnances. Donc, sur une série de points, on va faire des propositions. On va proposer, par exemple, que dans l'école, dans l'éducation nationale, les moyens puissent être à nouveau renforcés. On va proposer de mieux accompagner le vieillissement de la population, qui est un sujet sur lequel on est plusieurs à avoir beaucoup travaillé ces dernières années et sur lequel Emmanuel Macron est un peu faiblard, on va dire ça. Donc, mais il y a des points sur lesquels on sera en accord et d'autres sur lesquels on sera fermement en désaccord. Qui peut sauver le Parti socialiste aujourd'hui? Est-ce que Benoît Hamon est disqualifié après son score à la présidentielle pour incarner cette relève qui doit sauver le Parti socialiste, puisque c'est votre objectif? Vous savez, avec Benoît Hamon, pendant cette campagne, on a mis en avant l'intelligence collective. On n'est pas sur un homme providentiel ou une femme présidentielle. Benoît Hamon, il a contribué à faire émerger des thématiques dans le débat public. Je pense qu'elles demeurent. Je pense qu'on a besoin d'insister sur les enjeux de la transition écologique, du mix énergétique, donc du c'est lui, mais pas tout rééquilibrage. seul, quoi. Il va falloir qu'on... Je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut avoir raison tout seul à gauche. Mais il a été appelé par le peuple de gauche au moment de la primaire, donc il doit jouer un rôle éminent, bien évidemment. Il a fait cette campagne, elle a été dure, elle n'a pas été simple, mais je pense qu'on a posé des jalons pour les temps futurs. Et il y a besoin de construire ce collectif. L'ère est au renouvellement, vous l'avez bien compris, avec l'arrivée, l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut changer les têtes? Ruth Solferino, en gros, il y a un premier secrétaire. Est-ce qu'il doit partir? En tous les cas, je pense qu'on ne peut pas continuer comme avant. Incontestablement, on n'aurait pas compris l'appel au renouvellement, l'appel à tourner la page d'un certain mode de fonctionnement des partis politiques. Et en même temps, si je vous dis là à l'instant, allez, il faut qu'on fasse de la tambouille, bon, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Regardez, Manuel Valls, d'une certaine manière, ça veut dire quoi, il a pris ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut organiser intelligemment là où il y a eu un tumulte dans la vie politique avec l'élection d'Emmanuel Macron, et on voit bien que la déflagration, elle touche l'ensemble des formations. Il faut changer les têtes, mais surtout, au-delà du casting, la politique, c'est pas que du casting, c'est revenir à des fondamentaux, à des convictions. Et moi, avec d'autres, je veux participer à ce travail de reconstruction avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'authenticité et de détermination. Bon, vous l'avez beaucoup pétrié, mais aujourd'hui, c'est le dernier Conseil des ministres de François Hollande. Est-ce que vous avez un petit mot pour son départ ? Qu'est-ce qu'il aura raté, qu'est-ce qu'il aura réussi, en un mot? Moi, je regrette qu'il ait pas pu créer les conditions pour être lui-même à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Quand en 2012, je faisais la fête avec lui à Bastille, j'avais l'espérance qu'il soit le candidat en 2017. Cela aurait signifié que le quinquennat se soit passé dans les conditions telles qu'on l'avait souhaité initialement. Tirons les enseignements. C'est-à-dire que quand on aspire aux responsabilités, alors il faut s'en tenir aux engagements qu'on a pris et puis aussi produire du compromis avec les uns et les autres. Mais c'était un président... En tous les cas, humainement, je lui salue et je lui adresse mon amitié. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. C'est à vous, William.